Il avait 11 ans, un œil au noir, et une question que personne n'était prêt à entendre. « Tu peux être mon père, juste pour une journée ?» Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Le mardi après-midi avançait lentement quand la porte lourde s'est ouverte, laissant entrer une lumière dorée et un silence étrange, parce que ce n'était pas un adulte qui entrait, mais un enfant, seul, trop petit pour ce lieu, avec un sac usé sur une épaule et des chaussures fatiguées, et surtout ce détail que personne n'a pu ignorer, un œil noir, encore frais, gonflé, douloureux à regarder. Les voix se sont arrêtées net, les gestes aussi, comme si le temps venait de se figer. L'enfant est resté là quelques secondes, immobile, respirant trop vite, les doigts serrés sur la lanière de son sac, prêt à faire demi-tour à tout instant. Il avait 11 ans, mais dans son regard, il y avait déjà quelque chose de plus vieux, une fatigue qu'aucun enfant ne devrait porter. Les hommes autour de lui l'observaient sans parler, pas par menace, mais par surprise, parce que personne ne s'attend à voir un enfant blessé entrer volontairement dans un endroit qui impressionne même les adultes. L'un d'eux a fini par rompre le silence, doucement, presque maladroitement, lui demandant s'il s'était trompé d'endroit. Le garçon a avalé sa salive, a redressé les épaules comme s'il se préparait à quelque chose de très difficile, et il a parlé d'une voix fragile mais décidée. Il n'a pas raconté son histoire, il n'a pas pleuré, il n'a pas demandé de l'aide comme on l'imagine. Il a posé une question simple, presque irréelle. Est-ce que quelqu'un accepterait d'être son père, juste pour une journée? Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds, impossibles à ignorer. Aucun homme n'a ri, aucun n'a bougé. Parce que derrière cette demande, ils ont tous compris qu'il y avait une absence immense, un manque qui faisait mal. Le garçon a expliqué, avec des phrases courtes, qu'il y avait bientôt une journée spéciale à l'école, que les autres enfants viendraient avec leurs parents, et que lui n'avait personne à amener. Il parlait sans colère, sans reproche, comme s'il avait déjà accepté l'injustice. Et pendant qu'il parlait, quelque chose a changé dans la pièce, parce que ces hommes, chacun à leur manière, se sont souvenus d'un moment où eux aussi auraient voulu que quelqu'un se lève pour eux. Quand le garçon s'est tu, le silence est revenu, mais ce n'était plus le même. C'était un silence plein de questions, et surtout d'une certitude. Après ce moment, rien ne serait plus jamais comme avant. Le garçon a baissé les yeux comme s'il avait déjà trop dit, puis il a ajouté doucement ce qu'il portait depuis longtemps à l'intérieur, expliquant que son vrai père était mort plusieurs années plus tôt, très loin, et que depuis, la maison n'était plus vraiment un endroit sûr, seulement un endroit où il fallait être prudent, parler peu, faire attention à chaque geste. Il a parlé de sa mère, fatiguée, courageuse, absente malgré elle, toujours au travail pour garder les choses debout, et d'un adulte à la maison qui n'était pas un père, juste une présence lourde, imprévisible, capable de transformer une erreur banale en humiliation ou en douleur. Quand on lui a demandé comment il s'était fait cet œil noir, il a d'abord répondu mécaniquement, comme on lui avait appris, qu'il était tombé. Puis sa voix s'est brisée, et la vérité est sortie en morceaux, simple et crue, sans détails inutiles, mais assez pour faire comprendre que cet enfant vivait avec la peur comme une habitude. Ensuite, il a parlé de l'école, et cette fois, un sourire nerveux a traversé son visage, celui qu'on fait pour cacher la honte. Il a raconté les moqueries répétées, les mots cruels, les poussées contre les casiers, les repas volés, et surtout cette fois où on avait jeté un objet précieux lié à son père, quelque chose qu'il avait dû récupérer dans la saleté pendant que les autres riaient. À mesure qu'il parlait, les hommes autour de lui ne disaient rien, mais leur corps parlait pour eux, les mâchoires serrées, les regards qui se détournaient un instant, chacun touché là où il n'aimait pas aller. Quand on lui a demandé pourquoi il était venu ici, pourquoi eux, le garçon a levé la tête, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir, et il a dit qu'il n'avait peur de personne, que les autres enfants se sentaient intouchables parce que leurs parents étaient importants, respectés, mais que ces hommes-là, tout le monde les respectait aussi, parfois même les craignait, et que peut-être, juste peut-être, leur présence pourrait faire taire les voix qui le détruisaient chaque jour. Il a terminé en disant qu'il ne cherchait pas des héros, seulement quelqu'un dans son coin, quelqu'un qui montre, une seule fois, qu'il comptait. À ce moment précis, sans qu'un mot soit échangé, tous ont compris que ce garçon ne demandait pas grand-chose, seulement ce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais reçu quand ils en avaient eu le plus besoin. Le jour est arrivé trop vite et trop lentement à la fois, et dès l'aube, le garçon était réveillé, allongé sur son lit, le cœur battant trop fort pour un matin ordinaire, rejouant encore et encore la scène dans sa tête, se demandant s'il avait rêvé, s'il avait mal compris, parce que dans sa courte vie, les promesses des adultes avaient souvent un goût amer. Il s'est habillé avec soin, enfilant sa chemise la plus propre, celle qu'il gardait pour les moments importants, et dans la cuisine, sa mère lui a souri avec tendresse, s'excusant de ne pas pouvoir être là, comme toujours, et il a hoché la tête en disant que ce n'était pas grave, même si au fond de lui, tout tremblait. Sur le chemin de l'école,
Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Devant les casiers, les mêmes visages l'attendaient, les mêmes rires, les mêmes mots blessants lancés comme des habitudes, et cette fois encore, on lui a rappelé qu'il serait seul, qu'il n'avait personne, qu'il ferait mieux de se faire petit. Il n'a pas répondu, il a continué à avancer, respirant lentement comme on lui avait appris autrefois, les yeux fixés sur le sol, comptant les pas jusqu'à la salle de classe. À l'intérieur, les parents arrivaient peu à peu, sur deux, fiers, portant leurs uniformes, leurs costumes, leurs souris faciles, et lui s'est assis au fond, essayant de disparaître, regardant l'horloge comme on regarde un juge. Les minutes passaient, lourdes, interminables, et avec chacune d'elles, l'espoir se rétrécissait. Il a commencé à se dire qu'il avait été naïf, que personne ne viendrait, que cette fois encore, il avait trop cru. Quand l'heure a dépassé ce qui avait été dit, son ventre s'est noué, et il a senti cette vieille sensation revenir, celle d'être invisible. Puis, sans prévenir, un bruisseau a traversé l'air, d'abord lointain, puis de plus en plus présent, un grondement qui faisait vibrer les vitres et interrompait les conversations. Tout le monde s'est tourné vers les fenêtres, intrigué, et le garçon aussi, le cœur suspendu. Le son est devenu plus fort, plus clair, impossible à ignorer, comme une promesse qui prend forme. Quand les portes sont ouvertes et que les silhouettes sont apparues, nombreuses, calmes, déterminées, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de lui, non pas de douleur, mais de soulagement. Ils étaient là, pas un, pas deux, mais tous. À cet instant précis, il n'a plus entendu les murmures autour de lui, ni vu les regards surpris. Il a seulement senti, pour la première fois depuis longtemps, qu'il comptait vraiment pour quelqu'un. Quand ils sont entrés dans la salle, l'air a changé immédiatement. Pas par peur, mais par une présence forte, calme, impossible à ignorer, et le garçon s'est levé lentement, les jambes un peu tremblantes, pendant que les murmures couraient entre les bureaux et que les adultes cherchaient leurs mots. L'un des hommes a parlé le premier, sans élever la voix, expliquant simplement pourquoi ils étaient là, parlant de travail, de mécanique, de route parcourue, mais surtout de responsabilité et de choix, de ce que signifie tenir sa parole et protéger ceux qui en ont besoin. Ils n'ont pas cherché à impressionner. Ils ont raconté leur réalité avec honnêteté, montrant que derrière les apparences, il y avait des règles, une solidarité, une idée très claire de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le garçon écoutait, le dos plus droit qu'il ne l'avait jamais été à l'école, sentant les regards changer autour de lui, sentant que pour une fois, il n'était pas celui dont on se moquait, mais celui pour qui on était venu. Les autres enfants se sont tus, même ceux qui riaient d'habitude, et certains parents ont baissé les yeux, comprenant qu'ils avaient jugé trop vite. Sans agressivité, mais avec une autorité tranquille, il a été rappelé que le respect ne vient pas des titres ou de l'argent, mais de la façon dont on traite les plus faibles. À un moment, l'un des hommes a posé une main sur l'épaule du garçon, un geste simple, mais assez fort pour lui donner une stabilité qu'il n'avait jamais ressentie en public. Le message était clair, sans être prononcé. Il n'était plus seul. Ceux qui lui avaient fait peur ont senti que quelque chose venait de changer, non pas par menace directe, mais parce qu'une ligne venait d'être tracée. À la fin, quand on a dit que cette présence ne s'arrêtait pas à cette matinée, que la parole donnait compter au-delà des murs de l'école, le garçon a senti sa gorge se serrer, incapable de parler, mais rempli d'une fierté nouvelle. Ce jour-là, devant tout le monde, son histoire n'a plus été une faiblesse, mais une preuve de courage. Et quand les applaudissements sont arrivés, il n'a pas su poser son regard, seulement qu'il se tenait enfin à sa place, droit, visible et respecté. Le retour à la maison ce soir-là n'avait rien de paisible, même si le soleil se couchait doucement. Parce que le garçon savait reconnaître les signes, ce bruit particulier du moteur dans l'allée, cette tension dans l'air qui annonçait des mots durs, peut-être pire, et s'est assis à la table avec ses cahiers ouverts, faisant semblant de travailler tout en calculant déjà comment se faire petit, comment éviter de déclencher la colère. Quand la porte s'est ouverte brutalement, la voix a suivi, lourde, chargée d'alcool et d'humiliation, reprochant ce qui s'était passé à l'école, parlant de honte, de moquerie, comme si la souffrance de l'enfant était une provocation personnelle. La main s'est approchée trop vite, attrapant son vêtement, et le garçon a fermé les yeux par réflexe, le corps prêt à encaisser, parce que c'est ce qu'il avait appris à faire pour survivre. Mais le coup n'est jamais venu. À la place, la porte s'est ouverte calmement une seconde fois, sans violence, et plusieurs silhouettes ont rempli l'entrée de la maison, avançant lentement, sans cri, sans geste brusque, mais avec une certitude glaciale. La colère s'est figée, transformée en peur confuse, parce que cette fois, l'enfant n'était pas seul. Les paroles ont été claires, posées, rappelant des faits, des preuves, des limites, sans menace inutile, mais sans laisser d'échappatoire. Tout ce qui avait été caché a été mis sur la table, les blessures notées, les silences observés, les témoignages rassemblés, montrant que la violence laisse toujours des traces, même quand on croit qu'elle passe inaperçue. Le choix a été donné simplement, partir et disparaître,
ou faire face aux conséquences légales, réelles, immédiates. Il n'y a pas eu de cri, pas de combat, seulement un effondrement lent, une valise faite à la hâte et un départ sous surveillance silencieuse. Quand le moteur s'est éloigné pour la dernière fois, la maison a semblé respirer à nouveau, comme si les murs eux-mêmes se relâchaient. Le garçon est resté immobile quelques secondes, puis il a senti une main rassurante sur son épaule, et pour la première fois, il n'a pas eu besoin de faire semblant d'aller bien. Quand sa mère est rentrée plus tard, les larmes ont coulé sans peur, non pas de tristesse, mais de soulagement pur, et ce soir-là, dans un salon encore marqué par la tension passée, quelque chose de fondamental avait changé, la peur n'habitait plus ici. Les semaines suivantes ont eu un goût étrange, presque irréel, comme si la vie avait enfin ralenti pour laisser place à quelque chose de plus doux, et le garçon s'est mis à fréquenter un endroit où il pouvait respirer sans surveiller chaque geste, faisant ses devoirs pendant que les adultes travaillaient autour de lui, lui parlant normalement, sans colère, sans ironie, simplement avec respect. À l'école, ses notes ont commencé à remonter, non pas parce qu'il était devenu soudainement plus intelligent, mais parce qu'il dormait mieux, qu'il n'avait plus peur de rentrer chez lui, et que son regard avait changé. Les bleus ont disparu, et avec eux, une partie du poids qu'il portait depuis trop longtemps. Sa mère souriait davantage, marchait plus droite, comme si elle avait elle aussi retrouvé une part d'elle-même. Mais quelque chose d'autre a attiré l'attention, plus discret. Celui qui faisait peur avant, celui qui, humiliant pour se sentir fort, avait disparu derrière un silence lourd. Il ne provoquait plus, ne cherchait plus à dominer, mais semblait perdu, fatigué, seul d'une autre manière. Les adultes ont compris que la douleur ne se montre pas toujours de la même façon, et qu'un enfant cruel est souvent un enfant abandonné autrement. En cherchant à comprendre, ils ont découvert une maison pleine d'absence, un parent présent physiquement mais invisible émotionnellement, noyé dans son propre chagrin. Alors ils n'ont pas choisi la vengeance, ni l'exclusion, mais l'accompagnement, parce que réparer vaut mieux que punir. Le garçon a vu, sans trop comprendre au début, que celui qui lui avait fait du mal recevait à son tour une main tendue, et cela l'a troublé. Quand ils se sont retrouvés face à face, il y avait de la gêne, de la honte, et finalement des excuses maladroites, sincères, difficiles à prononcer. Il a fallu un long silence avant qu'une réponse arrive, pas un pardon facile, mais une phrase simple, humaine, qui ouvrait une porte. À partir de là, quelque chose a commencé à se reconstruire lentement, non pas comme une amitié évidente, mais comme une trêve, un apprentissage commun. Le garçon a compris ce jour-là que briser un cycle ne consiste pas seulement à se protéger, mais parfois aussi à refuser de devenir ce qui nous a fait souffrir. Les années ont passé sans bruit, une à une, et le garçon a grandi entouré d'une présence constante, pas envahissante, mais solide, faite de regards attentifs, de conseils simples, de silences rassurants, et le petit vide qu'il portait autrefois n'a jamais totalement disparu, mais il n'a plus jamais été douloureux. Il a appris à se tenir droit, à parler sans baisser les yeux, à croire que sa place existait vraiment. À ses côtés, d'autres trajectoires ont changé aussi, des adultes ont retrouvé un sens, des liens se sont réparés, et même celui qui faisait peur autrefois a trouvé une autre façon d'exister, parce que quelqu'un avait pris le temps de le voir autrement. Le jour où le jeune homme s'est tenu devant tout le monde, plus grand, plus calme, prêt à franchir une étape importante de sa vie, la salle était remplie de visages familiers. Sa mère au premier rang, le sourire tremblant mais fier, et derrière elle, ceux qui n'avaient jamais promis d'être parfaits, seulement d'être présents. Quand il a pris la parole, il n'a pas parlé de courage spectaculaire ni de miracle, mais de moments simples, de gens qui arrivent quand on ne les attend plus, de mains tendues qui changent une direction entière. Il a dit que la famille ne se résume pas au sang, mais à ceux qui restent quand tout devient difficile, à ceux qui protègent sans demander, qui montrent l'exemple sans faire de bruit. Dans la salle, certains essuyaient leurs yeux en silence parce qu'ils reconnaissaient cette vérité. Après les applaudissements, il a reçu un objet symbolique, pas comme une récompense, mais comme un rappel, un signe qu'il ferait toujours partie de quelque chose de plus grand que lui, et il a souri, un sourire calme, apaisé, loin de celui de l'enfant blessé qu'il avait été. En quittant la scène, il a croisé les regards de ceux qui l'avaient soutenu dès le début, et dans cet échange silencieux, il y avait tout ce qui n'avait jamais eu besoin d'être dit. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner et la partager. Parce que parfois, une simple présence peut changer toute une vie, et peut-être même la vôtre. Avant de partir, prends juste une seconde. Si cette histoire t'a serré le cœur, si ce garçon t'a rappelé quelqu'un, ou peut-être toi-même, alors ne laisse pas ce moment disparaître. Like cette vidéo pour que cette histoire continue de toucher d'autres personnes. Abonne-toi, parce qu'ici, on raconte des histoires vraies, humaines, des histoires qui montrent que la présence peut sauver une vie. Et dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville? Parce que peu importe d'où tu viens, cette histoire nous relie tous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'oublie jamais, parfois,
Il suffit d'être là.